Hello everyone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 4e épisode extra en chimie et on va parler mésomérie et molécules aromatiques. Et c'est parti. Il n'y a toujours pas de générique, du coup, je fais des bruits avec la table. Donc, dans les cours précédents en chimie, on a vu du coup la liaison chimique, on a vu l'assemblage qui permet de passer d'orbitales atomiques vers des orbitales moléculaires, et on a parlé ordre de liaison, forme de Lewis, enfin écriture de Lewis, et configuration tridimensionnelle avec la géométrie par rapport au nombre de liaisons et au nombre d'atomes voisins. Donc, on a quand même fait pas mal de boulot et on peut être fier de nous. Maintenant, on va commencer à parler d'un petit détail qui d'ailleurs est abordé dans le cours, mais j'ai préféré en faire un petit spin-off. On va parler de l'aromaticité et de la mésomérie. Alors, j'en profite pour préciser, aromaticité, ça ne veut pas dire c'est goût fraise. Non, c'est pas vraiment de ça dont on parle. Donc, sur quoi je vous avais laissé dans l'épisode d'avant en chimie? Sur l'épisode d'avant en chimie, on avait parlé des orbitales atomiques, ok, des orbitales moléculaires, ok, et je vous avais parlé du passage de OA, orbital atomique, vers OM, orbital moléculaire, orbitales atomiques qui sont le plus souvent orbitales S, P ou des orbitales hybridées, vers des orbitales moléculaires, notamment sigma et pi. Donc bon, si vous n'êtes pas complètement con, vous vous rendez compte que S et sigma, c'est un peu la même merde. P et pi, c'est un peu la même merde. C'est juste que d'un côté on parle en grec, il me semble, de l'autre côté on parle français. Donc, le passage de certaines orbitales atomiques, sont vouées à donner certaines orbitales moléculaires lorsqu'elles forment d'un couple. Et en même temps, c'est un peu logique, parce que qu'est-ce que c'est qu'une orbitale moléculaire si ce n'est que la fusion de plusieurs orbitales atomiques? Ce qui me permet de faire la précision, lorsque deux orbitales atomiques fusionnent, il n'y a pas qu'une seule orbitale moléculaire qui est créée. Il y a une orbitale moléculaire liante et une orbitale moléculaire antiliante. C'est juste qu'on ne parle pas de l'antiliante, mais il y en a bien deux. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est comment savoir quelle sera l'orbitale moléculaire qui sera créée en fonction de qu'est-ce que j'ai eu comme ingrédient. Si je vous balance un certain nombre d'ingrédients, vous vous doutez dès le début de si je vais faire une omelette ou de si je vais faire des cookies, quoi. Et pour la chimie, c'est un peu pareil. On s'explique un petit peu. Je veux faire une distinction absolue entre la liaison simple, ça commence par S comme sigma, et la liaison double. Alors bon, ça m'arrange pas que ça commence par D, mais prenez le D, retournez-le, ça fait un P. Ok, un P comme pi. That was a bit far stretch, mais why not? Donc faites vraiment la distinction entre une liaison simple et une double liaison. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la liaison simple en chimie, la liaison covalente classico-classique, la liaison simple, elle se fait dans l'axe du plan. Elle se fait même dans la stricte continuité du plan. Un recouvrement axial de deux orbitales atomiques me permet d'avoir mes deux orbitales moléculaires. Le mot important ici, c'était axial. Donc ça se fait dans l'axe. Un axe, en une seule dimension, c'est une ligne droite, quoi. L'axe des X, par exemple, les abscisses. Le truc, c'est que la liaison double, elle se fait pas comme ça. La liaison double ne se fait pas dans l'axe. La liaison double se fait perpendiculaire à l'axe. C'est comme si je vous dis la liaison simple, c'est l'équivalent de prendre votre bagnole et d'aller sur l'autoroute. Voilà, vous roulez, vous pouvez juste avancer vers l'avant ou vers l'arrière. Admettons qu'il n'y ait qu'une seule ligne, quoi. Alors que la liaison double, c'est un peu le fait de survoler la circulation. C'est le fait de prendre un hélicoptère, quoi. Donc ce sont deux moyens de transport, ce sont deux véhicules, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais les deux ne permettent pas d'avoir la même liaison. Et donc il faut comprendre dès le début, hey, qu'est-ce que j'ai comme orbital atomique pour savoir, hey, qu'est-ce que je vais avoir comme orbital moléculaire? Alors c'est parti, on va jouer un peu à Pokémon. C'est quoi les orbitales atomiques qu'on va voir? Alors, on peut être très très touchy, mais on va rester niveau pass, niveau LAS relativement classique. Les orbitales classiques qu'on voit, c'est les orbitales S, ouais, les orbitales P, ouais, mais il y a aussi tout l'univers des orbitales hybridées. On se rappelle, une orbitale hybridée, c'est quoi? C'est tout simplement une orbitale qui résulte de la fusion, avec beaucoup de guillemets, de plusieurs orbitales. J'en profite pour faire une petite précision, le système des orbitales atomiques hybridées n'existe pas, hein, c'est une invention de l'humain. Quand j'ai appris ça à la mi-novembre et que j'étais en train de me taper la tête contre le mur parce que je comprenais pas, j'ai envie de hurler, je me dis quoi? Ça n'existe même pas. Mais bon bref, c'est juste pour essayer de comprendre plus facilement. Et donc, vous avez, en temps normal, une orbitale S et trois orbitales P.
Bon, jusqu'à présent, rien de délirant. On se rappelle, règle de Hund, règle de Huckel, règle de Kleshowski, etc. Maintenant, il y a quand même quelque chose qu'il s'agirait de préciser. Dans quelle orientation de l'espace sont disposées ces orbitales atomiques? Orbitales atomiques qui, je rappelle, sont des zones de l'espace où la probabilité de trouver l'électron est de, allez, je vais le dire, 95%. Coucou à nos amis belges. La Belgique est d'ailleurs le deuxième pays qui écoute le plus Passe à Passe, donc coucou la Belgique. Et coucou le Canada d'ailleurs qui est juste après. Et en vrai, coucou dans tous les pays où Passe à Passe est écouté. Gros cœur sur vous, on est actuellement à 93 pays, donc juste que du love sur vous tous. Donc, je reprends, une orbitale atomique, je m'étais un peu égaré, est une zone de l'espace où j'ai 95% ou 95% de chances de trouver l'atome. Ce qui m'intéresse aussi, c'est quelle est la forme que va prendre cette orbitale atomique. Parce que entre une orbitale S et les orbitales P, on n'a pas vraiment la même gueule. Et du coup, si j'ai pas la même forme en tant qu'orbitale atomique, c'est un peu logique que le résultat du recouvrement de deux orbitales atomiques qui me permet d'avoir deux orbitales moléculaires, ne sera pas le même. Ne sera pas la même. Je sais pas comment j'ai commencé ma phrase. Et donc, ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est de comprendre leur forme. L'orbitale atomique S, il n'y a pas à charger longtemps. S, c'est comme une sphère. Voilà. Franchement, le truc avec les S et les sigma, il est simple, tout commence par S. C'est une orbitale atomique S qui va donner une liaison sigma lorsqu'elle va rencontrer sa copine pour former une liaison simple, et l'orbitale atomique S a une forme de sphère. Enfin, vraiment, tout commence par S, quoi. Il faut vraiment pas avoir cherché très loin. Par contre, quand on commence à s'intéresser aux orbitales atomiques P, ça devient un peu plus intéressant. Parce que les orbitales atomiques P, il y en a 3, les 3 mousquetaires, et clairement, les 3 n'ont pas la même orientation. Je vous rappelle ce qu'on avait dit sur les nombres quantiques, primaires, secondaires, magnétiques, nombre de spin. Il y en a un, c'est la forme, l'énergie, l'orientation, etc. Je vous invite à réécouter le cours sur les nombres quantiques avec l'atomistique partie 1 et partie 2. Mais maintenant, il faut comprendre dans quel sens sont orientées les orbitales P. Alors, il y a 3 dimensions dans l'espace et il y a 3 orbitales P. Écoute, ça tombe bien Michel, c'est exactement ça. Il y a une orbitale P qui va suivre l'axe X, une orbitale P qui va suivre l'axe Y, et une orbitale P qui va suivre l'axe Z. Voilà, si vous connaissez votre alphabet, normalement ça devrait bien se passer. Donc vous prenez un plan en 3 dimensions. Donc voilà, quand on était petit, on avait des plans en 2 dimensions avec X, Y, abscisse ordonnée. On devient un peu plus grand, on découvre la 3e dimension, c'est la hauteur. Donc X, Y et Z. Et du coup, les orbitales P vont tout simplement suivre ces orientations dans l'espace. Voilà. C'est bête, hein, mais c'est pas plus compliqué que ça. Et donc maintenant, la question à 1 million d'euros. Sur mes 3 orbitales atomiques P, j'en ai combien qui peuvent être perpendiculaires à l'axe de ma liaison? Je peux en avoir 2. Parce que l'une de ces orbitales atomiques P va suivre la liaison. Si l'axe de la liaison, c'est l'axe X, l'orbitale S, elle est dans l'axe. Bon, il n'y avait pas de suspense dès le début. Et l'orbitale PX sera également dans l'axe. Mais du coup, la PY et la PZ, elles sont libres. Si jamais l'axe c'est Y, du coup c'est X et Z qui sont libres. Et si l'axe c'est Z, ce qui se voit assez rarement, mais bon, pourquoi pas, les orbitales qui seront libres, c'est X et Y. Et si vous avez un peu du mal à visualiser comment c'est possible que 2 axes soient perpendiculaires à un 3e, je ne sais pas où vous êtes, à la bibliothèque, chez vous, à la salle de sport, où que vous soyez, vous regardez dans les coins de la pièce où vous vous trouvez, allez hop, je fais l'expérience en même temps que vous, vous voyez 3 lignes qui se rejoignent pour former le coin d'une pièce. Vous voyez la première ligne du mur, la deuxième ligne du mur vers le sol à gauche, du mur vers le sol à droite, et celle qui monte ou qui descend. Donc si vous prenez n'importe laquelle de ces lignes, vous en avez 2 qui sont perpendiculaires avec un axe de 90 degrés. Enfin, à moins que vous ayez un appart ou un truc où il n'y a pas des angles droits. Enfin, j'étais déjà dans un appart où c'était chiant parce que du coup, il y avait un coin un peu chelou. Enfin, bon, bref, on s'en fout. Donc, concrètement, dans les orbitales atomiques S, c'est pas les orbitales, il y en a qu'une, elle est dans l'axe, roule ma poule. Par contre, pour les orbitales atomiques P, il y en a une qui est dans l'axe et les 2 autres qui ne le sont pas. This is very interesting. Parce que ce qui veut dire que avec mes 2 orbitales P, si jamais je les garde, l'une dans l'axe Y et l'une dans l'axe Z, admettons que l'axe de référence soit X, j'ai 2 orbitales P qui peuvent être perpendiculaires. Et donc j'ai la possibilité de faire 2 fois des doubles liaisons.
Very interesting. Et quand on reparle des orbitales hybridées, je sais que j'en ai parlé dans le cours d'avant, mais peut-être que vous avez la flemme de réécouter, donc je vous le répète maintenant. Pour faire une hybridation, on prend des trucs au début, on fait un peu de mélange, on fait un peu la cuisine, et on a la recette, enfin on a le résultat à la fin. Donc si jamais je prends une S et une P, je vais avoir deux orbitales, parce que j'en ai pris deux au début, et les deux seront des orbitales SP. Si je prends une S et deux P, je vais avoir trois orbitales, puisque j'en ai pris trois dès le départ, et les trois seront un petit peu les mêmes, SP2, 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 parce que j'ai pris une S et deux P. Et si vraiment je veux faire la totale et je prends mes trois orbitales atomiques P plus mon orbital atomique S, du coup j'aurai 4 orbitales atomiques à la fin, toutes de même niveau énergétique, toutes équivalentes, qui seront toutes les 4, des orbitales, comment on va les appeler, SP3. Mais le truc c'est que dès que vous commencez à hybrider une orbitale atomique, vous la souillez un petit peu. C'est plus la noblesse, c'est plus la lignée royale où on est là comme ça à se marier entre cousins parce que ouais mais moi je suis le prince du Danemark et puis toi t'es la reine de la Grèce ou je sais pas quoi. Je suis pas très doué dans l'arbre généalogique de la monarchie européenne. Donc concrètement, si jamais vous prenez une P, par exemple la PZ, qui est perpendiculaire à l'axe X, c'est là, elle est tip top. Vraiment, mucho bellissimo, tu touches pas, tu peux faire des délocalisations, tu peux faire de l'aromaticité, tu peux faire de la mésomérie, tu peux même faire de la tautomérie, tu peux faire des doublés, tu peux faire tout ce que tu veux. Par contre, si tu commences à la souiller et à l'hybrider pour en faire une SP ou une SP2 ou une SP3, yikes, genre c'est plus la même chose. Elle n'est plus pure. Du coup, tu peux plus faire tes bails de délocalisation, de double liaison, de mésomérie, d'aromaticité, de tautomérie. Tu oublies. Et donc, premier exemple, lorsque je prends un atome hybridé SP3, est-ce qu'il est dans la mesure de faire une double liaison ? Absolument pas. Vous m'écrivez ça, je viens personnellement vous tirer les oreilles. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Orbital SP3. Il n'a plus de P pur. Donc, a fortiori, il n'a plus de P perpendiculaire au plan. C'est hors de question qu'il fasse une double liaison, il n'en est pas capable. Typiquement, l'atome de carbone hybridé SP3, lorsqu'il fait 4 liaisons simples, vous n'allez pas le voir souvent faire de double liaisons, quoi. Ce qui est un peu normal. Ok. Les atomes hybridés SP3, c'est foutu. Ok. How about les atomes hybridés SP2 ? Est-ce qu'ils peuvent faire des doubles liaisons ? J'ai bouffé 2 orbitales P pour faire ma tambouille d'hybridation, parce que c'est du SP2, d'accord ? Mais jour de joie, il me reste une P de côté. Et le plus souvent, la P qui reste est une P qui est perpendiculaire au plan. Et donc, qui peut faire des doubles liaisons. C'est par exemple le cas lorsque je vois un atome de carbone qui fait une liaison simple à gauche, une liaison simple à droite et une double liaison. Cet atome de carbone est hybridé SP2. How do you know that ? Parce qu'il a 3 liaisons simples, plus une liaison double. Donc, 3 orbitales dans l'axe, plus une orbitale qui n'est pas dans l'axe. Et donc, il faut que son état d'hybridation soit SP2. Comme ça, il a des orbitales SP2, SP2, SP2 et P. Y ou Z ou éventuellement X, bref, une qui est perpendiculaire à l'axe du plan. J'ai dit éventuellement X parce que peut-être que dans votre énoncé on va dire oui, l'axe du plan c'est Y, donc X devient perpendiculaire. Mais si par défaut on dit que l'axe c'est X, les perpendiculaires c'est Y et Z. D'accord. How about un état d'hybridation SP ? Dans le cas d'un état d'hybridation SP, faut pas chercher très loin. J'ai bouffé une P. Oh non, zut alors. J'ai bouffé une S. Bon, on s'en fout. Mais qu'est-ce qu'il me reste ? Jour de joie, il me reste 2 P. 2 P pour le prix d'un. Bon bref, il me reste 2 P. Et ces 2 P peuvent être perpendiculaires au plan, et donc bingo ! Je peux faire 2 liaisons simples avec mes 2 orbitales SP, et je peux faire 2 liaisons doubles grâce à mes orbitales P qui restent, la PX et la PZ. C'est par exemple le cas lorsque j'ai un atome de carbone qui fait une liaison simple plus une liaison double à gauche, une liaison simple plus une liaison double à droite. Par exemple, l'atome de carbone dans le dioxyde de carbone, dans le CO2, cet atome de carbone est hybridé SP. Tout simplement. Pourquoi est-ce que je vous embrouille avec tout ça alors qu'on était parti pour parler d'aromaticité ? En vérité, c'est essentiellement ça le cours. Comprendre comment fonctionne l'axe d'une liaison et comprendre comment fonctionne le recouvrement des orbitales atomiques pour former les orbitales moléculaires. Et dès que vous comprenez ça, la suite c'est du pipi de chat. Je m'explique pourquoi. On va commencer à parler de la mésomérie. Qu'est-ce que c'est que la mésomérie ? J'ai pas compris. La mésomérie,
C'est tout simplement le fait qu'une molécule puisse exister sous plusieurs formes en fonction de la délocalisation de ses électrons. J'ai pas compris, ça veut dire quoi? Alors, on reprend mon analogie avec la route, avec les voitures. Tout le monde est en train de prendre la route, c'est la liaison dans l'axe, et il y en a certains qui prennent l'hélicoptère. C'est perpendiculaire à l'axe, ça survole. Votre hélicoptère, si vous en avez plusieurs d'autant plus, ne font pas forcément du surplace. Ils peuvent se déplacer. Et pareil, il y a des électrons contenus au niveau de nos braves orbitales atomiques P pures perpendiculaires au plan, les PY, enfin perpendiculaires à l'axe, pardon, les PY et les PZ, qui pour le coup contiennent des électrons qui peuvent se délocaliser. C'est les hélicoptères, ils n'ont pas besoin de prendre la circulation qui est bouchée en bas, ils peuvent tout simplement se délocaliser d'une orbitale P vers une autre. Et dans l'image du domino express, j'ai des dominos qui sont perpendiculaires au plan du sol et qui viennent être en contact les uns avec les autres. Mais j'ai pas les dominos qui sont collés les uns avec les autres. Quand vous faites un domino express, vous mettez un domino, vous mettez un peu d'espace, un deuxième domino, un peu d'espace, le troisième, etc., etc. Donc là, pour le coup, d'un point de vue électronique, vous faites un domino express aussi. On change pas une équipe qui gagne. Donc vous prenez une structure capable d'être perpendiculaire au plan et d'avoir des électrons, soit une orbitale atomique, P, soit une orbitale moléculaire, pi. Vous mettez le petit espace entre les dominos, donc vous rajoutez une liaison simple, donc une liaison sigma, voilà le truc dont tout le monde s'en fout. Et de l'autre côté, vous mettez votre deuxième domino, donc vous mettez du coup quelque chose qui est perpendiculaire au plan et qui peut avoir ce genre de délocalisation. Et donc quelque part, pour avoir une mésomérie, pour avoir une délocalisation, vous avez juste besoin d'avoir cette petite alternance pi, sigma, pi, ou p, sigma, pi. Voire même dans certains cas, pi, sigma, lacune. Parce que le dernier domino, une fois qu'il tombe, il n'y a rien à côté de lui. Mais il fait quand même partie du domino express. Donc, c'est pas horriblement compliqué, c'est vraiment comprendre la logique du domino express et l'appliquer au point de vue électronique. Comprendre que les dominos sont perpendiculaires au sol et que c'est justement parce qu'ils ne sont pas dans l'axe qu'ils peuvent transmettre quelque chose d'un point à un autre. Et donc, pourquoi est-ce que je vous raconte ça vis-à-vis de la forme mésomère, vis-à-vis de la mésomérie ? La mésomérie, c'est ça. C'est le fait qu'il y ait plusieurs formes possibles pour écrire la même molécule en fonction de l'endroit où se trouvent les électrons. Vous regardez dans la glace, admettons que vous avez des cheveux pour cet exemple. Vous regardez dans la glace, vous mettez votre main dans vos cheveux et puis vous faites n'importe quoi, je sais pas, vous mettez vos cheveux vers la droite ou vers la gauche ou vers l'arrière ou vous faites n'importe quoi. Vous êtes la même personne. Vos cheveux sont exactement les mêmes. Ils ont juste changé vite fait d'organisation, mais vous faites un petit coup de brosse ou un petit coup de main dans les cheveux et ça revient comme avant. Par contre, si jamais vous prenez des ciseaux et que en plus de bouger un peu vos cheveux dans tous les sens, vous coupez une mèche, là pour le coup c'est plus la même chose. Je prends cet exemple pour vous faire comprendre que si vous vous amusez juste à déplacer des électrons, haha, lol, je déplace, c'est rigolo, on s'en fout, c'est la même molécule. C'est des formes différentes d'une même molécule, comme vous devant la glace, vous avez une tête différente mais exactement des mêmes cheveux. Ça, c'est ce qu'on appelle des formes mésomères. Ce sont des formes d'une même molécule qui diffèrent uniquement par la répartition électronique. D'accord. Et c'est quoi l'exemple que j'ai donné avec les cheveux ? Là, pour le coup, enfin avec avec les ciseaux quand vous coupez un bout de cheveux, là, pour le coup, vous altérez la structure, vous modifiez votre molécule. Et l'exemple que je suis en train de vous donner, ce n'est pas les formes mésomères, c'est les formes tautomères. Alors, pour l'amour du ciel, me foutez pas la honte. Tautomère, c'est pas Toto, genre comme la tête à Toto, c'est pas T-O-T-O, c'est T-A-U-T-O. M, accent grave, R-E. Les formes tautomères, c'est quoi ? C'est pas juste des formes différentes avec un déplacement, une délocalisation des électrons. C'est une délocalisation des électrons plus une délocalisation d'un proton H+. Donc là, attention, on rigole plus. J'ai touché à des atomes, ou à un muon dans cet exemple, mais je ne suis plus en train de toucher qu'aux électrons. Donc, quand on est dans une molécule et qu'on s'amuse à jouer avec les électrons, en mode ah lol, c'est rigolo, je me déplace d'un coin à un autre, voilà, c'est marrant, mais c'est la même molécule. C'est des formes mésomères d'une même molécule. Par contre, quand vous avez une molécule qui déplace et des électrons et un proton H+,
là c'est des formes tautomères. Et je vais pas mettre la charrue avant les bœufs, ça c'est ce qu'on va voir dans le cours sur l'acide base. Mais faites la distinction entre des formes mésomères, c'est la même molécule, juste présentée différemment, et des formes tautomères, c'est des molécules différentes pour le coup. Bien. Maintenant, vous allez me poser la question, ok Soval, tu nous parles des formes mésomères, t'es bien sympa mon coco, qu'est-ce qu'on s'en fout au fait? Genre, pourquoi tu nous parles de ça à 3h du matin? Parce que j'enregistre, il est 3h du matin, parce qu'il y a du bruit toute la journée. Anyway, pourquoi je vous parle de ça? C'est vrai ça, pourquoi je vous parle de ça? On se pose une question, on est en chimie. Quand on se pose une question en chimie, à qui on fait appel? C'est comme Dora l'exploratrice avec la carte, dès qu'on ne sait pas où aller, toujours le premier commandement. Allez, on y va tous ensemble. Hein. Tout corps tend vers la stabilité. Et donc en vérité, tous les cours de chimie qu'on est en train de vous faire, que ce soit l'atomistique, les liaisons chimiques, ici la mésomérie, l'aromaticité, la polarité, l'acide base, l'oxydoréduction, la thermo, ce que vous voulez, c'est juste plein de petits spin-offs que vous regardez pour bien comprendre le dernier film Avengers Endgame, machin. Donc vous regardez tous les films Thor, Iron Man et compagnie pour bien comprendre le film final. Là, vous comprenez bien ce film pour bien réussir votre chimie orga. C'est quoi le rapport entre ce que je suis en train de vous raconter sur la mésomérie et la chimie orga? Il faut déjà voir le lien avec la stabilité. Parce que si tout corps tend vers la stabilité, il faut comprendre la stabilité et donc, quelque part, la réactivité relative des molécules les unes par rapport aux autres. Vous êtes une molécule avec une délocalisation possible des électrons. D'accord, vous vous amusez à les faire bouger dans tous les sens. Ok. Est-ce que toutes vos formes se valent? Se valent, ça, c'est comme se valent. Bon bref. Est-ce que toutes vos formes se valent? Vous êtes devant la glace et vous commencez à mettre vos mains dans les cheveux, alors oui, vous pouvez avoir une infinité de coupes, enfin peut-être pas une infinité avec la mésomérie, mais vous pouvez avoir plusieurs possibilités, vous mettez vos cheveux vers la droite, vers la gauche, vers l'arrière, en hérissant ce que vous voulez, mais il y en a quand même une qui vous plaît peut-être un peu plus et c'est avec celle-là que vous allez sortir. Les molécules, c'est pareil. Elles peuvent avoir plusieurs formes mésomères, mais c'est pas impossible qu'il y ait une forme mésomère qui soit prédominante par rapport aux autres. Et donc que l'on retrouve plus souvent dans la nature, et donc on la retrouve. Pourquoi on la retrouve surtout? Parce qu'elle est stable. Plus une molécule est stable, plus sous une certaine forme, plus on va la retrouver sous cette forme-là. La molécule ne va pas rester dans une condition qui ne l'arrange pas du tout, juste en attendant d'être découverte. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, comment réussir à établir la réactivité relative des formes mésomères? That's a good question. Les formes mésomères, c'est un déplacement électronique. Ça vous aura pas échappé que les électrons, c'est des charges moins. Voilà, je suis pas en train de réinventer la roue. Et donc, dans ces délocalisations possibles, je vous ai dit, c'est possible qu'il y ait une alternance pi, sigma, lacune. Donc, il n'y a plus rien là où j'arrive. C'est possible que je ne sois pas juste en train de prendre des électrons du copain d'à côté et de donner les électrons à celui de la droite, je suis juste en train de prendre des électrons de celui d'à côté. Et donc, peut-être que je vais me retrouver chargé négativement. Mais comme rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, coucou Lavoisier, si moi d'un coup je me retrouve à avoir une charge négative, c'est que le copain d'en face, il a une charge positive. Et si c'est pas le copain d'en face, c'est peut-être une charge positive qui a été créée ailleurs dans la molécule. Mais enfin, je démarrais avec une molécule qui était neutre, qui n'avait pas de charge. Et là, d'un coup, je me retrouve à avoir la même molécule, mais chargée. Ouais, c'est pas l'éclate. Pourquoi c'est pas l'éclate? Parce que c'est pas super stable au fait. Vous commencez à créer des charges, vous commencez à créer une forme de réactivité légère, c'est rien de fou. Mais vous donnez quand même le potentiel à votre molécule d'avoir des réactivités électrostatiques. Et encore, les charges, des fois vous en créez pas que 2, vous pouvez en créer 4, 6, c'est forcément un chiffre pair, quoi, parce que vous n'avez pas créé quelque chose de nulle part. Donc à chaque fois que vous créez une charge et qu'au final ça devient 0, c'est plus et moins. Donc vous doutez bien que plus une forme mésomère va avoir de charge, moins elle sera stable. Et vous allez me dire, oui mais imagine j'ai 2 formes qui sont chargées, comment est-ce que je fais pour savoir laquelle est la plus stable? Ça dépend de la répartition des charges. Si je crée 2 charges, une charge plus une charge moins, mais qui sont très éloignées, on va dire que ça va. Par contre, si je crée 2 charges qui sont juste à côté, là pour le coup j'ai une plus grande interaction et donc une plus grande réactivité potentielle de la molécule. Vous voyez, c'est franchement des débilités, mais qui permettent de comprendre la réactivité et donc, in fine, la chimie. Comprendre qu'une même molécule peut exister sous plusieurs formes mésomères, ça revient à dire que puisque plusieurs formes sont possibles, on n'est pas à l'abri que certaines formes soient plus stables que d'autres.
Et donc, comment faire pour savoir quelle est la forme la plus stable? C'est celle qui présente le moins de charges, et celle où les charges présentes, même si elles sont présentes, sont quand même le plus éloignées les unes des autres. Donc, on évite de faire des dingueries avec les charges, et on évite de trop les rapprocher. La forme mésomère, ou plutôt les formes mésomères, sont plusieurs représentations d'une même molécule avec des répartitions d'électrons différentes. C'est exactement comme vous, chez vous, quand vous faites le ménage et vous amusez à déplacer le bureau, le lit, le machin, vous dites « Attends, et si je mets le bureau à côté du mur de droite et pas du mur de gauche? Haha, lol, je suis trop un fou, on m'appelle Stéphane Plaza. » Voilà, vous amusez à faire un peu de rangement, vous déplacez un meuble vers la droite ou vers la gauche. C'est exactement la même chambre que vous avez, c'est juste que vous avez déplacé, délocalisé des choses au sein d'une structure un peu plus grande. Là c'est pareil. C'est comme si je vous dis, vous considérez la molécule comme étant la structure, pas juste l'atome, et les électrons qui s'amusent à bouger. C'est comme si vous prenez le Navigo pour aller à droite ou pour aller à gauche. Enfin, la structure reste la même, c'est juste les composés au sein de sa structure qui se déplacent un peu. C'est un peu l'espace Schengen, quoi. Mais ça n'a rien changé de l'extérieur. Ça reste toujours la même structure, ça reste toujours la même molécule. Et donc, petit point nomenclature, quand vous écrivez des formes mésomères, vous n'écrivez pas forme mésomère, flèche, une autre forme mésomère, parce que la flèche, ça veut dire qu'il y a une réaction. Vous écrivez une double flèche. Mais ça veut dire la même chose. Non, une double flèche, c'est une flèche où vous avez donc une ligne droite, la petite pique vers la gauche, la petite pique, non, c'est un pic, qu'est-ce que je raconte? Le petit pic vers la droite, le petit pic vers la gauche, et donc du coup, vous avez une flèche où vous avez en fait les deux sens sur la même flèche. Et vous écrivez toutes vos formes mésomères, et puis après, vous mettez des crochets à la droite et à la gauche. C'est comme ça qu'on écrit les formes mésomères. Parce qu'en chimie, chaque flèche a un sens. Une certaine flèche signifie attaque nucléophile, une certaine flèche signifie réaction, une certaine flèche signifie réaction exergonique, là pour le coup forme mésomère. Donc on rigole pas avec les flèches en chimie, là pour le coup on est vraiment pointilleux là-dessus. Vous avez de la chance, vous avez quand même des QCM, donc on va pas être chiant en mode « Ah, mais il a mal écrit la flèche, le Jean-Michel ». Mais si vous avez un QCM où on vous présente des formes mésomères et que c'est pas la bonne flèche, bon, voilà, vous n'êtes pas à l'abri d'être tombé sur un prof un peu sadique. Et sadique ou masochiste? Attends, sadique, masochiste. Non, masochiste, c'est celui qui aime se faire du mal. Oula, on s'égare. Donc, vous êtes peut-être tombé sur un prof un peu sadique et qui vous a mis une mauvaise flèche. Bon, regardez, si vous ne voyez pas vraiment de quoi je parle quand je vous parle d'une double flèche, à quoi ça ressemble dans votre cours. Les formes mésomères, je le répète pour la énième fois, sont plusieurs formes différentes de la même molécule. Bon, on a quand même fait pas mal de boulot aujourd'hui. Et là, vous allez me dire, ouais, mais il reste les molécules aromatiques. Alors ça va être torché en 2 minutes chrono. Parce qu'en fait, on a déjà tout expliqué. Les molécules aromatiques sont une forme particulière de forme mésomère. Ou de molécules présentant des formes mésomères, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'une molécule aromatique, concrètement? Une molécule aromatique est une molécule qui respecte les 3 règles de Huckel. Alors je suis d'accord, c'est chiant, en chimie il y a plein de noms, il y a Lewis, Kram, Newman, Fischer, Hund, Pauli, Kleshowski, machin et tout, le tableau c'est Mendeleev, bref, plus Heisenberg, Schrödinger. Ok, d'accord, il y a peut-être un peu trop de name dropping, mais je pense qu'on ne va pas aller au-delà de 10. Donc on va dire que ça va quand même. Les règles de Huckel sont les 3 règles qui permettent de définir un composé aromatique. Alors, on y va. Un composé est aromatique s'il présente, premièrement, au moins un cycle. Alors, un cycle, c'est quoi? C'est le fait d'avoir une molécule cyclique. Donc, vraiment, le fait que un atome soit lié à un autre atome qui soit lié à un autre atome qui revienne sur l'atome initial. Voilà, c'est vraiment le fait d'avoir un cycle. C'est vraiment pas parti très très loin. L'exemple archi connu, c'est le benzène. Avec 6 atomes, surtout pas 5, avec 6 atomes de carbone et 6 atomes d'hydrogène, parce que chaque atome de carbone est hybridé sp2 et qui fait une double liaison avec le copain d'à côté. Donc clairement, le fait d'avoir un cycle, c'est le truc, on va dire, le plus facile à repérer, parce que du premier coup d'œil, vous voyez s'il y a un cycle ou s'il n'y a pas de cycle. Bon, c'est peut-être pas la règle la plus compliquée. Première règle de Huckel, avoir un cycle, d'accord. Avoir au moins un cycle, hein. On peut avoir 2, on peut avoir 3, etc. Deuxième règle, il faut que le système soit totalement conjugué sans discontinuité sur l'ensemble du cycle ou sur l'ensemble des cycles. C'est une phrase très compliquée pour dire je veux avoir un squelette sigma plan. En d'autres termes, je veux que tous mes atomes au sein de mon cycle ou de mes cycles soient dans le même plan. Et là vous allez me dire hey, mais je suis pas architecte, comment est-ce que je suis censé savoir? Cette blague n'était pas très drôle. Comment est-ce que je fais pour savoir si mes atomes sont dans le même cycle? Eh ben, je sors mes cours de l'atomistique. Ben tiens, ça tombe bien. Et vous pouvez pas dire que j'ai pas révisé parce que c'est moi qui vous fais toutes les matières, donc je sais que vous l'avez fait.
Ben, clairement, je sais que mes atomes sont dans le même cycle parce qu'ils sont tous hybridés sp2. Oh, isn't that something? L'hybridation sp2 fait que vous avez une structure, une géométrie avec vos voisins d'à côté, trigonale plane. Trigonale, 120 degrés entre chacune des liaisons, plane. Plane. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, plane. Ça plane pour moi. Je pouvais pas m'empêcher de la faire. Je préfère vous prévenir, vous allez vous la taper jusqu'à la fin de l'épisode, cette musique. Donc concrètement, si tous les atomes de carbone sont hybridés sp2, ils sont tous avec une géométrie trigonale plane. Ça plane pour moi. Ce qui fait que si tous les atomes de carbone sont plans et qu'ils sont tous liés les uns aux autres, ben du coup tout le squelette est plan. Et ça c'est très important parce que si vous avez compris un traître mot de ce que j'ai raconté depuis le début de cet épisode, la délocalisation est possible parce qu'elle est perpendiculaire à l'axe de chacune des liaisons. Enfin oui, t'es bien mignon mon coco, mais chacune des liaisons qui fait un axe, il faut que tous les axes soient dans le même plan pour que pour que être perpendiculaire à un axe signifie être perpendiculaire à tous les axes. Merci les rappels de géométrie dans le plan de mes cours de terminale ou de première ou de seconde ou je sais plus quand est-ce qu'on faisait ça. Donc concrètement, j'ai besoin d'avoir au niveau de chaque liaison des orbitales atomiques ou moléculaires, donc pi, p ou pi, p pour atomique, pi pour moléculaire, qui soient perpendiculaires à l'axe de la liaison simple. Mais j'ai besoin que tous mes atomes soient dans le même plan. Comme ça, je peux être perpendiculaire à toutes mes liaisons. Et du coup, je peux m'amuser à me délocaliser d'un point A à un point B. Et en vérité, cette discontinuité, le fait d'avoir ce squelette, j'en ai également besoin dans la mésomérie. C'est juste que j'en ai pas parlé comme ça dans la mésomérie parce que c'est pas un truc, on va dire, archi-défini comme les molécules aromatiques. Là, c'est vraiment les règles de Huckel qui me définissent une molécule aromatique. Il n'y a pas ce genre de règle pour définir une molécule qui présente des formes mésomères parce que la forme mésomère, il n'y a pas forcément de cycle. Des fois, c'est juste une liaison amide, j'ai une délocalisation d'un point A à un point B. Je peux avoir un système non discontinu, mais sur 3 atomes, quoi. Genre, c'est rien de ouf. Et encore, parce qu'il faut vraiment que ce soit sur les 2 liaisons, parce que de l'autre côté, ça peut être n'importe quoi. Donc, c'est un peu moins ouf quand on parle de la mésomérie, mais gardez en tête qu'on peut avoir des formes mésomères où la délocalisation se fait sur 5, 6, 7, 10, 15, 20 atomes, et sur 20 atomes, j'arrive à enchaîner les dominos express. Mais là, quand on parle de la molécule aromatique, on amplifie davantage cette notion-là parce que la discontinuité, au contraire, l'absence de discontinuité, donc la continuité de ce squelette plan, doit être assurée sur l'intégralité du cycle. Je peux pas m'amuser à me dire, ok, bon boulot les gars, on a fait une bonne partie du taf, par contre il y a un atome de carbone qui est hybridé sp3, bon, c'est pas grave, non, il faut qu'il n'y ait aucune discontinuité. Ça, c'était la deuxième règle. Troisième règle maintenant. Alors la première règle, c'était sur le truc évident, il faut qu'il y ait un cycle. La deuxième règle, c'était plutôt sur la notion de la qualité, entre guillemets, du cycle, pour savoir est-ce qu'ils étaient tous dans le même plan. Quand je dis tous, sous-entendu les atomes qui constituent ce cycle. La troisième règle, c'est plus donc ça sur la qualité, c'est sur la quantité. J'ai combien d'électrons qui se déplacent, Michel ? Je vais pas te donner un chiffre précis, parce que ça dépend il y a combien de cycles. Ça dépend, il y a combien de délocalisations. Ça peut être 6, ça peut être beaucoup plus. Et donc, j'ai besoin d'avoir une règle mathématique qui me permette de vérifier que ma molécule est bien aromatique. Et donc, voici la troisième règle de Huckel et peut-être la plus spécifique de la molécule aromatique. J'ai besoin d'avoir un nombre d'électrons impliqués dans la conjugaison, impliqués dans la délocalisation, c'est kiff-kiff, un nombre qui peut être écrit sous la forme 4n plus 2. Alors n, c'est pas le n du nombre quantique primaire. J'écris n, j'aurais pu écrire x ou patate, enfin on s'en fout. 4x quoi, plus 2. Donc on va faire des mathématiques niveau CP, on y va. Admettons que n est égal à 0, enfin x égale à 0, appelez le chiffre comme vous voulez. 4 fois 0 plus 2, je peux avoir que 2 électrons. Je peux en avoir 4 plus 2, 6. Je peux en avoir 8 plus 2, 10. Je peux en avoir 12 plus 2, 14. Bon, vous voyez le truc. Après, vous rajoutez à chaque fois 4, 4, 4. Donc, vous comptez vos électrons, voilà, vraiment, niveau d'oral exploratrice, et vous dites, hey, mais c'est pas un multiple de 4n, enfin, un multiple, ça peut pas être écrit sous la forme de 4n plus 2. Donc, c'est pas aromatique. Voilà. Et au fait, franchement, j'aimerais bien que vous puissiez avoir un peu cette approche-là, c'est que on parle des études de santé, on parle, ouais, moi j'ai fait PASS, moi j'ai fait LAS, ouais, c'est compliqué et tout.
Ok, d'accord, c'est compliqué, mais je veux dire, quand on creuse un peu, il n'y a rien de délirant. Je veux dire, si ça existe et si c'est écrit dans un bouquin, c'est que ça vient de quelque part. C'est pas quelqu'un qui s'est levé un matin, qui s'est gratté la couille gauche en vous disant, bah, ok, je vais faire chier le monde. Non, il y a forcément des règles. Et en vrai, quand vous grattez un peu, vous voyez que ce qui vous fait peur en biochimie sur oh là là, c'est un tonneau, c'est un sandwich, il faut juste savoir si on vous parle d'un sandwich ou si on vous parle d'un tonneau. Si on vous parle en chimie de molécules aromatiques, 4N plus 2, vous devez juste apprendre à compter 0, 6, attendez, comment est-ce que je compte? Non, pas 0 du coup. 2, 6, 10, 14, 18, etc. Voilà, des fois c'est des trucs tout bêtes, mais il faut juste apprendre à compter, ou connaître l'alphabet, ou savoir ce qui vient après le chiffre 5. Genre, ça paraît chelou et ça paraît chiant de l'extérieur, et puis quand tu zoomes, tu te dis hey, c'est pas si ouf que ça au fait. Même le cours le plus compliqué de l'année, qui est sur la résonance magnétique nucléaire en biophysique, on gratte un peu la surface, c'est pas non plus Terminator. Tout se comprend, tout s'explique. Vous êtes en train de faire des études de santé. C'est que ça peut s'étudier, ça vient pas du ciel. Donc pour l'amour du ciel, m'apprenez pas des bêtises en mode ah, mais c'est comme ça, je dois apprendre parce que j'ai vu que c'était comme ça dans Grey's Anatomy. Et encore, Grey's Anatomy c'est un peu plus réaliste que certains trucs que je vois dans la vie. Mais révisez, comprenez et ensuite apprenez. Ne vous faites pas violence en vous disant je dois apprendre tous les chiffres multiples de 4n plus 2. Enfin, vous connaissez faire vos multiplications quoi, c'est bon. Donc, on se détend et tout va bien se passer. Donc, on se rappelle les 3 règles de Huckel qui me permettent de déterminer une molécule aromatique. Enfin, si une molécule est aromatique, premièrement, elle a besoin d'avoir un cycle. Ça, vraiment, essayez pas de gratter, c'est le truc le plus facile. Je dois avoir au moins un cycle. Je peux en avoir 2, je peux en avoir 3, je peux en avoir 4. Deuxièmement, il faut que le système soit totalement conjugué avec aucune discontinuité sur l'ensemble du système. Oh là là, cette phrase est compliquée. Ça veut juste dire que tous les atomes doivent être hybridés sp2. Voilà, faut pas non plus chercher très loin. Troisièmement, je dois apprendre à compter. Est-ce que j'ai 2 électrons? Il faut que j'en ai donc 2. Flemme de faire le calcul de tête à 3h30 du mat. 2. Non, il est plus de 3h30 d'ailleurs. Bon, bref. 2, 8. Non, j'arrive même plus à compter. 2, 6, 10, 14, 18, 22. Enfin bon, bref. Vous rajoutez 4 à chaque fois. Vous arrivez à reconnaître un cycle. Vous arrivez à déterminer s'ils sont tous sp2. Et vous arrivez à compter avec 4n plus 2. Vous savez si la molécule est aromatique ou non. Et je précise, il faut que les 3 règles soient remplies simultanément. C'est pas une au choix, on n'est pas au Subway en fait. Donc vous remplissez les 3 règles pour être molécule aromatique. Si vous avez un cycle et qu'il y a le bon nombre d'électrons mais qu'il y a une discontinuité, non, c'est mort. S'il n'y a pas de discontinuité, il y a le bon nombre d'électrons mais c'est pas de cycle, c'est mort. C'est à tout casser de la mésomérie. Mais c'est pas aromatique. Si vous voulez, la mésomérie c'est les rectangles, les molécules aromatiques c'est les carrés. Tous les carrés sont des rectangles, mais tous les rectangles ne sont pas des carrés. J'arrive quand même à sortir de super métaphores, de super comparaisons à 4h du mat. Donc en vrai, big up to me, même s'il n'y a personne. Donc, les molécules aromatiques, concrètement, permettent d'avoir cette délocalisation, et donc c'est vraiment la forme mésomère plus. Mais dis-moi Michel, le fait que ce soit un cycle, ben on est un peu dans la notion de tourner manège quoi. Ça peut s'amuser à se délocaliser. Et donc, quand on parle de la forme mésomère, on dit ouais, la forme mésomère, elle peut avoir, enfin comment dire, une molécule présentant plusieurs formes mésomères peut avoir plusieurs stabilités différentes. D'ailleurs, il y a une chose que j'ai pas précisée sur les formes mésomères, c'est plus une molécule présente de forme mésomère, plus elle est stable. Parce qu'elle peut exister sous différentes configurations. Mais pour la molécule aromatique, ça part encore plus loin. Parce que c'est pas en mode, alors je peux aller à droite, je peux aller à gauche, et c'est bon, haha, super, j'ai beaucoup d'espace. Non, c'est que là, je peux carrément tourner en rond. Ça paraît con comme ça, mais pour une molécule, c'est beaucoup. Ça lui fait beaucoup plus de place, ça lui fait beaucoup plus de possibilités, ça lui crée une répartition de ses électrons beaucoup plus homogène. Parce que vous comprenez, dans la nature, on n'aime pas quand quelque chose est là, dans un coin, concentré, qui bouge pas. Ça gratte quand ça peut pas bouger. On a la bougeotte. Et on voit ça également en thermo quand on parle de l'entropie. Tout corps tend vers la stabilité, tout corps tend vers le désordre. Encore une fois, tout est chaos. Alors au début je vous mettais Mylène Farmer avec Désenchanté pour rigoler parce que j'aimais bien la musique et puis ça devenait un peu un running gag, mais au fait elle a raison, tout est chaos. On cherche le désordre, on ne cherche pas à être dans un coin sans bouger en étant absolument immobile. On veut la possibilité de pouvoir se déplacer. C'est le principe même de l'entropie, donc là c'est finalement de l'entropie appliquée au niveau électronique. Et qu'est-ce que ça implique finalement ? Ça implique que la molécule aromatique, elle a plusieurs endroits, si on prend la photographie de la molécule aromatique à plusieurs endroits dans le temps, au fait les électrons ils sont tout le temps en mouvement.
Ils sont aussi bien entre l'un et l'autre qu'entre l'autre et l'un, etc. Ce qui fait que très souvent, quand on représente la molécule de benzène dont je vous ai parlé plus tôt, C6H6, on fait pas les 3 petits traits pour montrer les doubles liaisons. Des fois, on met juste des pointillés pour dire qu'au fait, ça se déplace un peu partout. Et des fois, on met carrément un rang au milieu. En mode, en fait, les électrons ne sont pas vraiment attitrés à droite ou à gauche, c'est vraiment l'espace Schengen, mais poussé à l'extrême où tout le monde prend le TGV, tout le monde prend le métro tous les jours, quoi. Donc vraiment, le fait d'avoir cette délocalisation accrue au sein d'un réseau cyclique où tout le monde est dans le même niveau, tout le monde est hybridé SP2, et tout le monde met à contribution du moins ses orbitales ou ses orbitales atomiques ou ses orbitales moléculaires pour pouvoir se déplacer, je peux vous dire qu'on fait tourner les serviettes là pour le coup. Et donc ce qui va se passer, c'est que je vais avoir une stabilité qui va venir, mais de fou furieux. Vous imaginez pas à quel point la molécule, elle est beaucoup plus stable avec ça. Et donc, elle va finalement faire quoi ? C'est quoi la stabilité ? La stabilité, c'est le désordre, d'accord ? Enfin, c'est pas que le désordre d'ailleurs, parce que c'est une composante anthropique et enthalpique, parce que c'est ça l'énergie interne. Delta G égale delta H moins T delta S. Mais au-delà de ça, la stabilité, c'est le fait de pouvoir abaisser son niveau d'énergie. Et donc finalement, cette molécule aromatique est censée avoir, si jamais j'additionne vraiment les enthalpies de liaison de chacune des liaisons qui constituent cette molécule, je vais dire, c'est censé donner tant d'énergie. Cette molécule est censée être excitée à ce point-là. Mais au fait, vous vous gourrez facilement de 100 kJ mol moins 1. Parce que finalement, le simple fait d'avoir ce que l'on appelle une énergie de résonance, ça vous fait chuter votre niveau d'énergie. Pourquoi ? Parce que ça vous fait gagner en stabilité. Et donc vous vous mangez facilement un moins 100, voire moins 120 kJ par mol. Kilojoule par mol ou kilojoule mol moins 1, c'est la même chose. Parce que vous gagnez en stabilité. Donc j'en profite pour faire little heads up quand vous faites des exercices en thermo, en thermo, et quand on vous demande de calculer l'enthalpie de telle ou telle molécule, en gros on vous demande d'additionner des enthalpies de liaison, et vous dites ok, donc la liaison CC plus la liaison CH plus l'autre liaison CC, etc. Vous allez tomber sur un chiffre, mais c'est pas finalement ce chiffre-là qui sera représentatif de la réelle énergie de la molécule, parce que finalement l'énergie est beaucoup plus faible, elle est beaucoup plus basse, et l'écart qu'il y a entre l'énergie que je suis censé avoir et l'énergie que j'ai réellement, ce gain de stabilité en diminuant l'énergie, cette différence d'énergie, c'est ce qu'on appelle l'énergie de résonance. Ne l'oubliez surtout pas quand vous faites des exercices en thermo où vous calculez avec des enthalpies de liaison pour faire une molécule aromatique. Attention, 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 on n'oublie pas la stabilité des molécules mésomères et a fortiori, on n'oublie pas la stabilité des molécules aromatiques, c'est un truc de fou furieux. Dernier petit détail sur les molécules aromatiques, étant donné qu'elles ont ces petites délocalisations très très sympathiques d'électrons, du coup elles vont avoir finalement comme une forme de plan avec la délocalisation d'électrons, donc avec des charges moins, et donc ça va permettre d'avoir des interactions qu'on appelle pipi stacking. Non, c'est pas le pipi, haha lol, je vais aller aux toilettes, je vais faire pipi. C'est le pipi, le pi, chiffre grec, tiré pi, chiffre grec. Stacking, donc vraiment des interactions entre les différents squelettes aromatiques, parce que vous doutez bien que je suis un squelette aromatique avec plein d'électrons qui se déplacent, chargés moins. Je suis à côté d'un squelette aromatique avec plein d'électrons qui se déplacent, chargés moins. Et donc, on va essayer d'avoir une certaine organisation dans l'espace et ce qu'on appelle du coup des interactions de nature pipi stacking qui, même si elles ne sont pas des interactions covalentes ou des interactions archi-stylées qu'on voit, restent quand même relativement importantes en termes de valeur absolue de l'énergie de la liaison qu'elle représente. Voilà donc pour ce long épisode extra qui vous aura quand même permis de bien comprendre la notion de plan, de mésomérie, d'aromaticité, de délocalisation, de ce que représente finalement cette délocalisation, parce qu'on en parle un peu à tort à travers, mais des fois on comprend pas vraiment de quoi ça parle. J'espère que cet épisode vous aura été utile et que je ne suis pas resté éveillé jusqu'à 4h du matin pour rien. N'hésitez pas à laisser carrément des commentaires sur le podcast, vous pouvez faire ça sur Spotify, c'est très sympa. On peut également s'écrire directement sur Instagram, passe.ta.passe. On n'hésite pas à mettre une évaluation positive au podcast si vous a plu, à s'abonner, à activer la cloche, bref, vous connaissez un peu le rituel très classique. Et il me semble qu'il fallait que je vous fasse un dernier truc avant de vous laisser. Ça plane pour moi, ça plane pour moi. Je vous avais dit que vous allez la voir jusqu'à la fin de l'épisode. Bon courage, quelles que soient les épreuves que vous allez affronter, qu'elles soient académiques, personnelles, professionnelles ou autres. Faites-vous confiance, travaillez bien et croyez en vous, parce que moi je crois déjà en vous. Gros bisous, love you et à la prochaine.